Au nom des éditions Kemetmat, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement pour cette séance de dédicace. Comme vous le savez, la dédicace sera faite par l'auteur elle-même, Madame Koné Alima. Il n'est pas facile de présenter un auteur de nouveau, puisque c'est son premier bébé. Mais je voulais dire deux mots cependant sur cet ouvrage et les motivations qui nous ont conduits à l'accompagner dans cette carrière naissante d'écrivain, puisque désormais elle est écrivaine. Minata, conte africain, nous a intéressés parce qu'il s'agit de contes pour les Africains. Mais plus que ça, il s'agit de contes racontés de génération en génération. Il s'agit de contes institués. Il s'agit de tradition. Et comme vous le savez, l'Afrique a une tradition plusieurs fois millénaire. Pour nous, à Kemetmat, le conte n'est qu'un moyen pédagogique de transmission de valeurs. Et le code de valeurs africain, que nos ancêtres appelaient la Maat en Égypte ancienne, et qui porte, selon les différentes langues, des noms différents. En langue baoulé, par exemple, puisqu'ils en ont sorti un livre à cet effet le mois prochain, on appelle ce code de valeurs Nyam Nyamla. Qu'est-ce qu'est le code de valeurs? Le code de valeurs, c'est ce qui est le fondement d'une civilisation. C'est ce qui explique la vision et le projet civilisationnel. Donc, pour nous, le code n'est qu'un moyen pédagogique, un prétexte pour faire passer des valeurs. Et aujourd'hui, cette question devient préoccupante, puisqu'avec la mondialisation, certaines personnes se sont érigées en monopole de connaissance des valeurs et imposent des valeurs à gauche et à droite, qui viennent de partout. Face à ce déluge de nouvelles valeurs qui nous surprend, puisque ces décisions ont été prises sans nous. Et voilà que nous les retrouvons dans les manuels de nos enfants. Voilà que nous les retrouvons soumis à une batterie de feu en matière de valeurs que nous n'acceptons pas toujours. Mais est-ce que l'éducation de nos enfants peut se faire en dehors de nous, en dehors de notre vie et en dehors des valeurs? Voilà pourquoi nous considérons qu'il est urgent de faire prendre conscience à chaque Africain que les valeurs se trouvent déjà dans leur tradition et qu'ils n'ont pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Minata est un livre de contes africains et à travers ces contes, nous pouvons retenir des leçons de morale essentielles. Ces leçons de morale, donc, nous souhaitons les transmettre à la jeune génération. Il faut dire que ces contes que j'ai écrits dans le livre Minata m'ont été contés pendant ma tendre enfance et que je souhaite transmettre ces mêmes contes à la nouvelle génération. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'ouvrage Minata. Donc vous avez donc compris que pour nous, ce livre est d'une très grande importance, puisque le livre revendique clairement une tradition, puisque l'auteur dit dans son livre qu'elle ses contes, elle les tient de sa maman et de sa grand-mère. Donc l'auteur annonce les couleurs, ce n'est pas une invention. L'auteur donc nous annonce les couleurs dans ce livre. Et ce qui nous a aussi intéressé,
c'est j'allais dire, le style. Et malgré que l'auteur s'exprime en français, l'auteur nous ramène vraiment des images africaines. Et ça, il faut un talent pour le faire. Vous lisez en français, mais apparaissent devant vous des images africaines. Et même plus que ça, nous avons vu en ce livre un moyen important pour transmettre quelque chose qui est fondamental pour une civilisation. Dans ce livre, vous trouverez 5 contes. Minata, pourquoi les animaux ont des marques sur leur pelage, la concubine, à l'impossible nul n'est tenu, et il faut savoir pardonner. Donc voilà pourquoi nous avons accompagné l'auteur, n'est-ce pas, dans ce projet. Je ne parle pas du style de l'auteur, qui est un très beau style. Il faut souligner son talent, en tout cas pour compter, et puis son mérite, parce qu'il a fallu qu'elle garde en mémoire tout cela. Et vous verrez aussi que les illustrations sont magnifiques. Donc moi, ce que je pourrais dire, c'est que le livre, moi, c'est une longue histoire, depuis la bibliothèque, en passant par les classiques comme Victor Hugo, Les Misérables, Voltaire, Candide, jusqu'à ce jour où je me délègue des œuvres de Guillaume Musso, Marc Lévy ou Paolo Coelho. Oui, j'avoue que c'est le début d'une aventure. Déjà, c'est la première fois que j'écris un livre et que je suis auteur. Donc, je verrai par la suite parce que je prends vraiment goût à cette aventure et j'espère la continuer avec vous. Pour que l'Afrique puisse se retrouver, il faut qu'elle puise dans son patrimoine. Voilà pourquoi nous avons voulu répondre à cette demande pressante des parents africains qui sont soucieux de transmettre une éducation africaine à leurs enfants. C'est le choix de ces contes. Vous avez dit que ces contes-là ont été racontés ou transmis par votre mère, votre grand-mère. Est-ce que ce sont les seuls 5 contes que vous avez reçus ou bien c'est un choix que vous avez fait dans le cadre de l'édition de ce ouvrage? Est-ce qu'il y a d'autres contes que vous connaissez? Est-ce qu'on s'attend aussi à un tome 2? Bon, en fait, ce sont les contes dont je me souviens, parce qu'on était quand même enfants quand on nous a raconté ces histoires-là. Donc, c'est ceux dont je me souviens que j'ai eu envie de transmettre, voilà, de transcrire. Mais maintenant, l'avenir nous dira, quand on commence cette aventure, on y prend goût et pourquoi pas un tome 2 par la suite. C'est vrai que tous ces contes qu'elle a écrits sont des contes qui m'ont été racontés moi-même par ma mère, par ma grand-mère et parfois par des voisins. Parce que la tradition voulait qu'après le dîner, pour occuper un peu les enfants, le temps de digérer avant d'aller dormir, un adulte de la cour, parce que vous n'êtes pas censé ignorer que l'Africain vivait dans une cour commune. Donc toute cette cour commune n'était pas forcément toujours de la même famille, mais ce groupe de personnes qui se retrouvaient dans cet espace se considérait comme de la même famille. Et un enfant appartenait à toute la cour et pas seulement à son père et à sa mère. Donc chaque soir, selon la personne de la cour qui a envie de conter des histoires éducatives, parce que ce sont des histoires éducatives, se mettait tous les enfants autour de lui et le mot de départ c'était Ziri Ziri. Et la réponse des enfants c'est Nam. Et c'est parti. Voilà. Est-ce que vous avez raconté beaucoup d'histoires comme ça? Oui, j'en ai raconté un peu plus que 5, mais je pense qu'il y en a qu'elle n'a pas retenu ou qu'elle n'a pas trop mémorisé, qu'elle n'a pas eu envie d'écrire, mais je pense que ça va venir. Parce qu'il n'y a pas que les contes. En fait, il y a les contes, mais il y a aussi parfois juste des histoires éducatives. Comme par exemple, une dame qui veut être aimée par son mari. Elle va voir le sage du village. Elle dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi?
quel conseil vous pouvez me donner pour que mon mari m'aime? Le sage du village lui a dit, ça c'est simple. Si vous arrivez à me ramener du lait de lionne, moi je vous dirai ce qu'il faudra pour maintenir votre mari. Tout le monde sait qu'une lionne, quand elle a un bébé, il n'y a personne qui peut approcher. D'ailleurs, c'est la plupart du temps, c'est le cas de tous les animaux et même des êtres vivants, des humains. Et donc la dame dit, ok, moi je ferai tout pour vous ramener du lait de lionne. En tout cas, je ne vais pas vous donner toute l'histoire, mais elle a réussi au finish à ramener du lait de lionne au sage du village qui lui a dit, ben, si vous avez réussi à dompter une lionne et avoir son lait, vous n'aurez pas de mal à dompter votre mari, qui est un humain et qui est sûrement beaucoup plus facile à dompter qu'une lionne. Voilà. Bon, il y a plein de petites histoires comme ça, mais vraiment, c'est des histoires éducatives. Ce n'est pas seulement, on ne fait pas les contes pour faire les contes ou pour effrayer les enfants, mais c'est pour toujours tirer une morale. Et c'était une manière d'éduquer les enfants et de mettre les enfants sur le bon chemin, autant que possible. Alors, je voudrais déjà te féliciter parce que tu as commencé à lire Rousseau et Voltaire et tu as laissé. Là, je te dis bravo parce que c'était des négros pauvres qui n'aimaient pas les noirs. Malheureusement, des étudiants à l'école. En passant par Emmanuel Kanté, là, je te dis, bon point de vue. Et j'ai vu l'affiche depuis que j'étais à Genève. Et j'ai dit à la fondation de mon ami, il faut que je participe à cette classe. Ce qui m'a interpellé, moi, c'est l'affiche derrière. Et c'est l'affiche qui m'a interpellé. Et j'avoue que les comptes, en fait, là, c'était dans l'éducationnel, éducatif des enfants. Je dis, mais comment est-ce que quelqu'un qui veut éduquer les enfants porte les cheveux de qui sur la tête? Ou c'est une éducation? Parce qu'il faut être fier de ce qu'on est. Il faut être fier des cheveux bouclés et non, ce ne sont pas des cheveux bouclés, ce sont des cheveux bouclés qu'on nous a donné. Et quelqu'un qui porte les cheveux de qui va venir éduquer quel enfant? Ça que j'ai prévu être là et vous poser cette question. C'est tout. Qui est comme je dis, c'est pour la plantation, nous achète des cheveux de qui. Parce qu'on ne va pas les faire mettre les cheveux bouclés sur la tête. Si elle met ça, on pourra aller au Canada ou au Val Massif. Voilà, c'est pas pour parler d'elle. Merci. D'accord. Bon, merci, monsieur le journaliste. Moi, je vais signaler tout de suite. Parce que je vois dans la salle qu'il y a des dames qui ont des cheveux crissants parce que tu viens de décrire pour pas qu'elles vont magriser. Celui qui a parlé est responsable de ce qu'il a dit. Voilà, c'est vous. Faites un peu d'humour. Oui, c'est un peu d'humour. C'est un peu d'humour. Bon, alors, en tout cas, merci pour votre franchise et pour la question. Parce que si vous posez, c'est parce qu'il y a vraiment une préoccupation, il y a un débat, il y a une question sociale par derrière. Et je crois que c'est bien de la poser. Ça va donner la possibilité à l'auteur de répondre. Et peut-être à celles qui sont dans la salle qui voudraient répondre de la parole. Oui. Qui voudraient aussi réagir, hein, ils ont le droit. Nous sommes en liberté. C'est ça, c'est les idées on doit échanger. Bien. D'accord. Donc j'aimerais bien répondre à monsieur Camiton. Voilà. Pour sa première question, là où je parle des Misérables de Victor Hugo, de Candide de Voltaire, voilà, et que nous avons, ce sont des classiques, hein, ce sont des classiques que nous avons tous étudiés à l'école. Donc c'est inscrit au programme scolaire. Donc dénoncer ça, c'est dénoncer tout un système qui est mis en place, qui n'est pas mis en place par moi. Vous voyez? Donc je pense que cette question-là, c'est un débat qui peut avoir lieu, mais à d'autres niveaux. Voilà, ça c'est pour la première question. Maintenant, pour ce qui concerne la deuxième question, quelle éducation pour des enfants quand on se met les cheveux d'autrui sur la tête, c'est ça? Bon, alors là également, je souhaiterais dire que la femme est particulière, elle est différente de l'homme.
La femme aspire à être belle, à être une belle personne. Et nous avons chacune des critères de beauté en particulier. Et sans oublier le phénomène de modernisation et de mondialisation. Donc quand on veut être moderne, qu'on veut paraître belle, on veut être in, comme on le dit, ben, on utilise effectivement ces cheveux artificiels. Et laissez-moi vous dire que même les blanches, entre guillemets, se mettent également des extensions. Voilà. Merci. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, allez, vas-y. Hein. Moi, ma question c'est comment Aliba s'est rencontré ses comptes après plus. Comment c'est passé? Une question pour Aliba. Je voulais savoir comment elle s'est rencontrée ces comptes-là. Puisque elle a dit que c'est pas les gens avant que elle a dit. Donc après ces années, comment il a fait de se rencontrer ces comptes? Effectivement, merci pour la question. C'est une bonne question. Mais comme quoi, ce qu'on inculque à des enfants, ça reste très longtemps. Donc quand on parle d'éducation et de valeurs, effectivement, c'est très important parce que c'est la base. Et j'ai simplement une très bonne mémoire de ces contes-là que j'ai aimé, voilà, que j'ai vraiment aimé et voilà, c'est resté en fait. Voilà. Ok. Donc merci. Oui. Quelqu'un qui voulait prendre la parole. Voilà, le journaliste aussi qui veut prendre la parole. Allez-y. La question que je voulais poser, c'est de savoir, il y a 5 contes. Oui. Chaque conte a beaucoup de sens pour la narration. Pour la narration, bon, écoutez, je ne saurais vous dire parce que je n'ai pas pris le temps de chronométrer pour savoir le temps que ça prenait. Mais ce que je peux dire, c'est que les contes en général, ce sont des récits qui sont courts. Ce ne sont pas de longues histoires, ce sont des récits qui sont courts. Et donc, voilà, je sais que ce livre se lit assez rapidement, assez facilement. Voilà, mais c'est ça les contes en fait. L'un des titres de vos contes, c'est la concubine. Pourquoi avoir choisi de décider, pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire? Dans la concubine, il s'agit d'une histoire où le roi a 2 épouses. Et il y a une qui est la dulcinée, la préférée du roi, et l'autre que le roi assigne à des besognes, à des travaux et tout ça. Et pendant que l'autre est tout le temps en train de se faire belle, de se prélasser et de ne rien faire du tout comme tâche ménagère. Donc c'est inculquer aux enfants cette éducation, apprendre à faire également les tâches ménagères. Travailler, c'est important dans la vie. Il ne faut pas se laisser aller à l'oisiveté. Voici un peu ce qu'on pourrait dire par rapport à ça. Est-ce qu'on pourrait avoir des valeurs Comment? Est-ce qu'on pourrait avoir entre autres des valeurs que porte ce premier livre pour la réfléchir? Les valeurs que porte ce premier livre, ben, ce sont des valeurs morales. Ce sont des valeurs morales, c'est-à-dire qu'à chaque conte, il y a une leçon de moralité qu'on tire de chaque conte. Voilà. Donc ce sont des valeurs morales, essentiellement. Je veux savoir ces valeurs. Ah, ces valeurs. Voilà, Bon, comme il y en a 5, on peut les citer. Hein. Voilà quelques valeurs. Comme il y en a 5, on peut les citer. Donc, par exemple, la première histoire, d'ailleurs, qui est le titre que j'ai donné au livre, Minata. La première histoire, c'est l'histoire de la princesse Minata, qui cherchait l'homme parfait. Donc, la leçon de morale qu'on tire de cette histoire, c'est déjà de dire qu'il n'y a pas de conjoint parfait. Il n'y a pas un homme parfait. Et également, la question se pose de savoir
aussi, les parents doivent toujours se soumettre au dictat de leurs enfants. Voilà. Donc, ça, c'est le premier conte. Non, c'est bon, faut pas Voilà. tout dire. D'accord. Ah ouais, sinon, ils ont dû acheter le livre. Monsieur le journaliste, le livre est là. Merci bien. Alors, je voudrais clore cette première partie où il y a eu un débat très intéressant, mais je voudrais quand même replacer la chose dans son contexte. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, vraiment, ce que nous retenons du point de vue de l'histoire, c'est la contribution de cet auteur à la transmission des savoirs traditionnels qui remontent, il faut le dire très clairement, au moins jusqu'à la vallée du Nil, c'est-à-dire il remonte à plus de 3000 ans lorsqu'on s'en tient aux documents écrits, puisque les prédécesseurs d'Alima, n'est-ce pas, ont laissé des papyrus comme Taotep, n'est-ce pas, qui a écrit sur les sagesses comme Kabgeni. Là, on parle des auteurs il y a 2000-3000 ans avant l'ère chrétienne. Voilà. Donc, c'est dans ce courant qu'Alima se situe. Et donc, je te souhaite, Alima, de faire comme tes ancêtres de la vallée du Nil, c'est-à-dire faire comme on fait les pyramides, c'est-à-dire faire les choses en grand. Parce que tu portes déjà un nom grand, tu connais? Merci. Un nom grand. Tu vois, c'est un travail qui te le dit en plus. Et que vraiment, les ancêtres t'accompagnent dans ta carrière. Merci beaucoup. Merci. À tous ici présents, je vous souhaite une bonne lecture de cet ouvrage.